bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur pas mal d'actualités internationales. On s'appuie notamment sur une analyse de stratégie monde frais. L'idée, c'est vraiment d'aller voir derrière les gros titres, de comprendre un peu les enjeux. Exactement. Comprendre les dynamiques un peu plus larges. Alors, au programme aujourd'hui, c'est assez varié. On a les tensions Russie-OTAN avec des incidents aériens récents, là, ça a fait parler. Mhm. Ensuite, gros virage diplomatique, la France qui reconnaît l'État de Palestine. On verra la réaction. Il y a aussi cet accord sur TikTok aux États-Unis, on va en parler. Un nouveau pacte commercial Indonésie-UE. Oui. Des questions d'environnement avec un solvant alimentaire. Oui. Le retrait de pays africains de la CPI, ça aussi c'est important. Très important. Et puis on finira par un petit tour aux US sur la liberté d'expression dans les médias. Bon, on attaque. Allons-y. C'est vrai que le menu est chargé. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir comment tout ça, ça se recoupe parfois. Même si ça touche des régions différentes, des secteurs différents, il y a des liens, des tendances de fond, C'est ça. des rapports de force qui bougent. Notre objectif, c'est un peu de relier les points, quoi, d'avoir une lecture un peu plus fine. Exactement. Alors commençons par le chaud, les tensions Russie-OTAN. Les États-Unis qui disent vouloir défendre chaque centimètre. La Pologne qui durcit le ton. Oui, qui parle d'abattre les objets suspects. C'est ça. Ça vient après une série d'incidents, non? Oui, clairement, la fréquence a augmenté et la nature aussi. Si on regarde les faits rapportés, en Pologne, nuit du 9 au 10 septembre, on parle de, tenez-vous bien, 19 violations de l'espace aérien selon certaines sources. 19. C'est énorme. C'est beaucoup, l'aviation polonaise, l'OTAN, tout le monde sur le pont. Bilan, 3 drones abattus, 14 retrouvés au sol. Heureusement, pas de victimes. Moscou, évidemment, a nié. Il parle d'erreurs de navigation, de brouillage électronique. L'explication technique habituelle, quoi. Mais bon, est-ce que ça tient la route? En Europe, on en pense quoi? Côté européen, et c'est ce que dit l'analyse de Stratégie Monde France, on est quand même beaucoup plus sceptique. La chef de la diplomatie européenne, elle a parlé de tests intentionnels de la Russie. Un test. Oui, l'idée, ce serait de voir comment l'OTAN réagit, comment les défenses s'organisent, si elles sont coordonnées, si elles sont déterminées. Et c'est pas fini. Le 13 septembre, c'est au tour de la Roumanie. Un drone survole le territoire pendant presque 1 heure. 1 heure? Oui. Et ils n'ont rien fait. Ils ont fait décoller leurs chasseurs, mais ils ont estimé qu'il n'y avait pas de menace directe, donc pas d'interception. Et là aussi, Moscou dément. Et puis peut-être le plus direct, c'était en Estonie, le 19 septembre, 3 avions de chasse russes. Carrément des avions de chasse. Ouais. Dans l'espace aérien estonien pendant 12 minutes. L'OTAN intervient, essaie de communiquer, mais apparemment, les pilotes russes ignorent les messages. Ils finissent par partir. Moscou dit « vol légal conforme aux règles ». Bon. Et il y a eu aussi des histoires de drones au Danemark, en Norvège. Oui, des drones non identifiés qui ont perturbé le trafic aérien. On suspecte la Russie, mais là, il n'y a pas de preuve formelle. Disons que ça s'ajoute au tableau. Donc si on résume, c'est pas juste des erreurs isolées. L'analyse suggère plutôt une stratégie de provocation, de test. C'est l'interprétation qui ressort le plus, oui. Ça met l'OTAN au défi et ça pose la question des articles de l'Alliance. On pense tout de suite à l'article 5, la défense mutuelle. L'attaque contre un est une attaque contre tous. Voilà. Mais là, on est sans doute en dessous de ce seuil. C'est plutôt l'article 4 qui est pertinent ici. L'article 4. Oui, moins connu. Il permet à un pays membre de demander des consultations si sa sécurité, son territoire menacé. Et c'est ce qu'ont fait la Pologne et l'Estonie. D'accord. Consultation, pas encore la grosse riposte. Mais alors, pourquoi la Russie ferait ça? Quel intérêt de multiplier les incidents? C'est risqué, non? L'analyse de Stratégie Monde pointe un truc intéressant. Le défi asymétrique. Surtout avec les drones. Pour la Russie, déployer un drone, ça coûte pas très cher. Par contre, pour l'OTAN, faire décoller un chasseur dernier cri, mobiliser les défenses antiaériennes... Ah oui, ça coûte une fortune. Exactement. Donc en multipliant ces petites incursions, la Russie teste pas seulement la réactivité militaire, elle teste aussi la volonté politique et surtout la capacité financière de l'OTAN à tenir ce rythme. C'est une sorte de guerre d'usure, économique presque. En quelque sorte. Une guerre d'usure, une guerre de communication aussi, pour semer le doute, peut-être la division au sein de l'Alliance sur la bonne réponse à apporter. C'est malin comme tactique, cette usure par les drones. Et là, surprise essai, on a une déclaration de Donald Trump qui dit que si la Russie va plus loin, les États-Unis défendront la Pologne, les Baltes. Attendez, Trump qui dit ça,
Lui qui critiquait tout le temps l'OTAN. Oui, c'est assez étonnant par rapport à son discours habituel, surtout en campagne, où il remettait en cause l'utilité de l'OTAN, l'article 5. Alors, qu'est-ce qui a changé? L'analyse donne une piste. L'analyse suggère une explication assez pragmatique. Peut-être que ce changement de ton, c'est une réaction au fait que plusieurs pays européens, justement la Pologne, les Baltes, Mhm. ont vraiment augmenté leurs dépenses militaires ces dernières années. Ils ont répondu en fait aux exigences de Trump. Ah, d'accord. Ils ont payé leur part, donc maintenant il les défend. C'est une lecture possible. Est-ce que c'est un vrai changement de fond ou juste une posture tactique? Difficile à dire avec lui. Mais ça montre que même Trump doit tenir compte des réalités sur le terrain, des actions des alliés. Bon, en tout cas, la situation reste tendue sur ce flanc Est. Clairement. D'accord, on garde ça en tête. Bon, on quitte l'Europe de l'Est, changement de décor total, le Moyen-Orient. Grosse annonce diplomatique de la France, Oui, Emmanuel Macron à l'ONU qui annonce la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. oui, un geste fort qui n'a pas manqué de faire réagir, évidemment. Côté palestinien, Mahmoud Abbas a parlé d'un moment historique et courageux. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, lui, a redit que la seule solution viable, c'est deux États. Et à l'inverse? Trump, par exemple. Alors lui, il n'y est pas allé de main morte. Il a dit que c'était une récompense pour le Hamas. Ah oui, quand même. Et la France, elle est toute seule là-dedans ou d'autres pays européens suivent? Non, elle n'est pas isolée. Juste après l'annonce française, la Belgique, le Luxembourg, Malte et même Monaco ont aussi reconnu l'État de Palestine. Hmm. Ah ouais, donc ça bouge un peu en Europe sur cette question. Oui, c'est une évolution assez nette au sein de l'UE, où ce sujet a toujours été très très divisif. Mais cette reconnaissance, elle est immédiate, sans condition, ou est-ce qu'il y a des petites lignes Alors ça, c'est un point très important et les sources insistent dessus. Macron a été clair, la reconnaissance est là, mais sa mise en œuvre concrète, elle, est conditionnée. Par exemple, ouvrir une ambassade française à Ramallah, le symbole fort, hein. Ouais, Ça ne se fera qu'après la libération de tous les otages à Gaza. Et il faut aussi un cessez-le-feu durable. d'accord. Donc c'est une reconnaissance politique, un signal, mais avec des conditions pratiques. Exactement. C'est un geste politique fort, mais qui garde un levier diplomatique lié à la situation sur le terrain. Un calcul assez fin, on peut dire. D'accord. Un jeu diplomatique subtil. Bon, de la diplomatie, on passe à la technologie et à l'économie. Le fameux dossier TikTok aux États-Unis. Il y aurait un accord, enfin. Oui, enfin, peut-être. C'est une saga qui n'en finit pas, avec ses craintes américaines sur les données, l'influence chinoise. Selon les infos qu'on a, l'accord serait assez alambiqué. On créerait une nouvelle boîte pour gérer TikTok aux USA. Une nouvelle société? Oui, une coentreprise, majoritairement américaine, avec Oracle, le géant de la tech, aux commandes, et ByteDance, la maison mère chinoise, elle n'aurait plus que moins de 20%. Moins de 20%, d'accord. Mais le contrôle réel, c'est ça la question. L'algorithme, les données des utilisateurs? C'est le nœud du problème, et c'est là que l'accord est censé agir. ByteDance perdrait le contrôle de l'algorithme, la fameuse recette secrète de TikTok, et surtout le contrôle des données des utilisateurs américains. Tout ça serait géré par la nouvelle structure, sous supervision américaine. L'objectif, c'est de couper le cordon avec Pékin, en gros. C'est ça, essayer de limiter les risques d'ingérence, d'espionnage. C'est une tentative de résoudre un vrai casse-tête. Garder l'appli populaire, tout en neutralisant les risques liés à son origine chinoise. C'est un montage compliqué. Est-ce que c'est sûr que ça va se faire? Non, pas encore. Il restait des étapes. Déjà, il faut une loi signée par Trump. Et puis, la grosse inconnue, est-ce que Pékin va accepter ça? Perdre le contrôle d'un marché aussi énorme, c'est pas rien pour ByteDance. Donc on est sur un compromis technico-juridique très complexe. Ça montre bien les tensions actuelles. C'est clair que la tech est devenue un terrain d'affrontement majeur. Et en parlant de relations internationales complexes, un mot sur le commerce. Accord de libre-échange Indonésie, Union européenne. Après 10 ans de discussion. 10 ans, oui, c'est long. D'après l'analyse, ce qui bloquait surtout, c'était la déforestation. L'huile de palme, j'imagine? Entre autres, oui. L'Europe voulait des garanties très strictes, interdire les produits liés à la déforestation. Jakarta refusait. Et paradoxalement, ce qui aurait aidé à débloquer, c'est les États-Unis. Ah bon? Comment ça? Les USA ont mis en place de nouvelles taxes sur certains produits indonésiens. Du coup, l'Indonésie, craignant de perdre des parts de marché là-bas, se serait montrée plus ouverte à un accord avec l'Europe pour sécuriser ses débouchés ici. Ah d'accord, un jeu de billard à 3 bandes.
Les taxes américaines qui poussent Jakarta vers Bruxelles. C'est une des lectures possibles, oui. Ça montre comment les décisions d'un grand acteur peuvent avoir des effets ailleurs. Mais attention, hein, l'accord est signé, mais il faut encore la ratification des parlements. Surtout côté européen, avec les questions environnementales, c'est pas gagné d'avance. Justement, l'environnement, les ONG sont pas ravis, j'imagine. Non, pas du tout. Plusieurs ONG craignent que les garanties soient insuffisantes. Elles disent même que ça pourrait au contraire accélérer la déforestation d'ici 2027 en boostant certaines productions. Le serpent qui se mord la queue. Voilà, c'est la tension classique. Libéraliser le commerce versus protéger l'environnement. De plus en plus difficile à concilier. Et cette tension économie contre normes sanitaires, on la voit aussi chez nous, avec l'alerte de Greenpeace France sur l'hexane. C'est quoi l'hexane déjà? L'hexane, c'est un solvant chimique, vient du pétrole. On l'utilise beaucoup dans l'agroalimentaire, pour extraire les huiles des graines, colza, tournesol, soja, ou pour faire certains ingrédients. Greenpeace a fait faire des analyses sur des produits courants, huile, laits infantiles, substituts de viande. Et ils disent avoir trouvé des traces d'hexane. Des traces. Dangereux, illégal? Alors, c'est là où ça coince. Les niveaux trouvés sont sous les seuils légaux autorisés en Europe. Donc techniquement, c'est pas illégal. Mais Mais Greenpeace dit, ces seuils légaux sont beaucoup trop hauts. Ils sont basés sur des études anciennes qui sous-estiment les risques, notamment les effets neurotoxiques possibles, même à faible dose sur le long terme. Donc ils demandent une révision complète, voire une interdiction. d'accord. Et les autorités européennes, elles en sont où? En fait, la Commission européenne avait déjà demandé en mai à l'EFSA, l'autorité de sécurité des aliments, de réévaluer les risques de l'hexane. Le dossier est donc ouvert. Mais ça pose une question de fond. Comment on évalue les risques chimiques dans notre assiette? Et est-ce qu'on adapte les règles assez vite quand la science avance? C'est une question de confiance aussi. Oui, tout à fait. Et cette remise en cause des normes, des institutions, ça ne touche pas que le commerce ou la santé. On le voit aussi sur le plan juridique international. Je pense au retrait de 3 pays africains de la Cour pénale internationale, la CPI. Oui, un événement très significatif. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, 3 pays dirigés par des militaires après des coups d'État, qui ont formé l'Alliance des États du Sahel, ils annoncent leur retrait immédiat de la CPI. Il faut rappeler ce que fait la CPI à La Haye. Elle juge les crimes les plus graves. Génocide, crimes contre l'humanité. Voilà, c'est la seule cour permanente pour ça. Et pourquoi ils partent? Quelle est leur raison? Leur discours est très dur. Ils accusent la CPI d'être un outil de répression néocoloniale. Ils estiment qu'elle vise surtout les pays africains, les pays du Sud, et qu'elle ferme les yeux sur ce que font les puissances occidentales. C'est une critique qu'on entend parfois, non? Oui, elle n'est pas nouvelle, mais là, c'est radical. Un retrait coordonné. Et en même temps, ils disent vouloir créer leur propre cour pénale du Sahel pour juger localement, affirmer leur souveraineté. Et ce retrait, il faut le voir dans un contexte plus large. Rappelez-vous, la Hongrie d'Orban a aussi annoncé son retrait en mai. Ah oui, c'était après les mandats d'arrêt demandés contre Netanyahou et les chefs du Hamas, c'est ça? Exactement. Donc on voit une tendance. Des États qui se désengagent, qui contestent la légitimité ou l'impartialité de la CPI. Pour des raisons différentes, mais le mouvement est là. Ça pose de vraies questions sur l'avenir de la justice internationale, son universalité. Oui, une contestation qui monte. C'est un signal fort. Et pour finir ce tour d'horizon, on retrouve cette idée de pression, de remise en question, même dans les médias américains, avec l'histoire de Jimmy Kimmel, l'humoriste, suspendu puis réintégré par ABC. Oui, ça a fait un peu de bruit. Kimmel, animateur d'un show très populaire, suspendu une semaine par sa chaîne ABC. Officiellement pour des propos jugés scandaleux. Disney, la maison mère, a parlé de calmer le jeu dans un climat politique américain hyper tendu, surtout avant les élections. Mais qu'est-ce que ça nous dit, au-delà de l'anecdote? Ça peut sembler moins géo, mais c'est important. Ça a relancé le débat sur la liberté d'expression aux États-Unis. Surtout pour les humoristes, les commentateurs critiques. Où est la limite entre satire et propos inacceptables? Et puis, ça montre les pressions sur les grands médias. Pression politique, commerciale, d'image. La peur de froisser une partie du public, les annonceurs. Exactement. Est-ce que ça peut mener à une sorte d'auto-censure ou à des sanctions rapides? C'est une question essentielle pour le débat démocratique et cette affaire l'a remise sur le tapis. Bon, eh bien, quel parcours? Des frontières de l'OTAN aux coulisses de TikTok, en passant par la diplomatie, la santé, la justice internationale, les médias, on sent que ça bouge partout. Alors, si on prend un peu de recul, après avoir vu tout ça,
Quelle est la grande photo? Qu'est-ce qui ressort? Si on essaie de relier un peu tout ça, oui, il y a des fils rouges, je crois. Le premier, c'est cette idée de test, de mise à l'épreuve, presque constante. L'OTAN est testée par la Russie, l'ONU sert de cadre à des décisions fortes, comme pour la Palestine, la CPI est ouvertement défiée, plus rien ne semble évident acquis. Tout est remis en question. Oui. Deuxièmement, on voit bien la reconfiguration des rapports de force, économiques, technologiques. TikTok, c'est la lutte US-Chine, la Corée en Indonésie, ça montre comment les cartes commerciales bougent selon les tensions ailleurs. Troisième point, cette tension permanente entre des objectifs souvent contraires, la sécurité, qu'elle soit nationale ou sanitaire, les intérêts économiques et les valeurs, démocratie, environnement. Les arbitrages difficiles? Voilà. On l'a vu avec TikTok, l'Hexane, le libre-échange, la Palestine. C'est de plus en plus compliqué de tout concilier. Et enfin, l'impact du politique intérieur. La polarisation dans beaucoup de pays influence la politique étrangère, les négociations, même les médias. C'est indéniable. Ce qui est frappant, en reliant tous ces points, c'est vraiment cette impression que les règles, les équilibres qu'on croyait établis, eh bien, ils sont secoués de plus en plus fort, de plus en plus souvent et de partout. Et cette idée de stress test généralisé, ça nous amène à une dernière question pour réfléchir un peu. Tous ces points de friction, les drones, la Palestine, TikTok, la CPI, les débats médiatiques, est-ce que ce sont juste des secousses, des ajustements dans un système mondial qui tient encore bon an mal an, ou bien est-ce que toutes ces secousses, c'est le signe de quelque chose de plus profond, d'une vraie reconfiguration des plaques tectoniques internationales, des règles du jeu? Bonne question. La question reste ouverte, bien sûr.